nous allons vous parler de la statue que la Société des antiquaires a fait construire peu de temps, quelques années après sa fondation, puisque notre société a été fondée en 1836. Donc, une statue à la mémoire de Charles... Essayez de parler dans le micro. Une statue à la mémoire de Charles Ducange à disposer sur une des places de la ville. C'est une entreprise qui a occupé la société pendant 7 ans, de la fin de l'année 1842 à août 1849, et c'est une entreprise qui est connue grâce à des sources de documentation particulièrement riches et intéressantes. Dès sa fondation, notre société a été très soigneuse, elle a pris un soin particulier pour ses archives, qui sont reliées, qui sont rangées dans une armoire de sa bibliothèque, et nous avons tous les comptes rendus des séances, nous avons des courriers, nous avons des factures, nous avons un certain nombre de choses qui donnent beaucoup de détails, beaucoup plus que ce qui est publié régulièrement dans nos bulletins. Mais pour la statue de Ducange, ah, j'ai oublié de vous montrer la statue, oui. On n'est rien là. Pour les archives concernant la statue de Ducange, nous avons également ce que nous nommons le monument Ducange. Alors le monument Ducange, c'est aussi bien le petit meuble que les 4 volumes qui sont rangés à l'intérieur. Voilà un détail de ces volumes. Donc là-dedans, il y a quasiment tout. Des courriers, des bons de commande, des factures. On a même les bulletins de la souscription qui a été lancée pour la réalisation de la statue. Des affiches qui annonçaient les événements, etc., etc. Cela montre, je pense, l'intérêt que Ducange représentait pour notre société à cette époque. Peut-être aussi que les antiquaires de l'époque étaient un peu plus disponibles que nous ne le sommes maintenant et avaient sans doute plus le temps de s'occuper de toutes ces archives, ce que malheureusement nous ne faisons plus aussi régulièrement. Donc nous allons commencer par vous parler de Charles Ducange, vous donner un rapide portrait, et puis ensuite on verra petit à petit les étapes de la réalisation de la sculpture, et on terminera par les festivités grandioses qui ont marqué l'inauguration de la statue en août 1849. Alors, Charles Ducange est né à Amiens le 18 décembre 1610, au 40 de la rue de Metz. Sa maison natale, qui a abrité la famille depuis 1576, est détruite pendant la Seconde Guerre mondiale. Alexis Dubois, membre de la Société d'émulation d'Abbeville et de la Société des antiquaires, authentifie vers 1865 cette adresse de la rue de Metz, alors que la ville d'Amiens avait fait poser par erreur une plaque commémorative sur une maison de la rue des Vergeaux. Ducange est baptisé à l'église Saint-Firmin-à-la-Pierre, qu'on appelle aussi Saint-Firmin-à-la-Porte. Curieuse coïncidence, cette église disparue aujourd'hui se situait à peu près à l'endroit où se trouve 2 siècles plus tard l'atelier de Caudron, le sculpteur de notre statue. Sa famille est originaire de Calais, ville dont elle avait été chassée en 1347 par les Anglais. Son grand-père, Michel Dufresne, fut prévôt royal de Beaucaine, c'est une localité à 25 km au nord-est d'Amiens. Son père, Louis, reprit cette charge et en 1606 épousa en seconde noces Hélène de Rély, issue d'une famille remontant au XIe siècle, selon les recherches que va mener Ducange. Hélène de Rély donne naissance à 3 garçons, Michel, excusez-moi, j'ai perdu le premier, Charles, le nôtre, et le dernier, François. Donc on a l'arbre généalogique de Charles Ducange grâce à M. Évrard, qui était un membre résident, et cet arbre est paru dans le bulletin du 3e trimestre 1988 des antiquaires. Donc si le sujet vous intéresse, il faut vous procurer ce bulletin parce qu'il y a beaucoup de choses dedans. Le nom de Ducange, lui, vient d'un fief nommé le Cange du territoire de Comté, c'est à une vingtaine de kilomètres au nord-est d'Amiens. Fief que son père Louis avait acheté en 1607 à Adrien de Villain,
pas la peine de me mettre en boîte, je n'ai rien à voir avec ce monsieur. Ça s'écrit pareil, mais ça n'a rien à voir. On est là sur le territoire d'Allonville, au lieu dit à l'époque Val-du-Cange, et qui est sans doute aujourd'hui la zone qu'on appelle Vallée du Cange. On sait très peu de choses de son enfance. Élève du collège des Jésuites d'Amiens, il fut envoyé ensuite par son père faire son droit à Orléans. Ses études furent vraisemblablement très complètes et constituèrent le socle de sa solide érudition. À 13 ans, il savait le grec, dit-on. Le 11 août 1631, à 21 ans, il prête le serment d'avocat devant le Parlement de Paris. Il revient ensuite à Amiens pour s'occuper de son père malade pendant 7 années, jusqu'au décès de ce dernier en 1638, ce qui explique le qualificatif de modèle accompli de piété filiale que lui décerne M. Magnien, président de l'Académie des inscriptions et des belles-lettres, dans son discours d'inauguration de la statue en 1849. En 1638, Charles Ducange épouse Catherine Dubaud, de 10 ans sa cadette. C'est la fille du trésorier général des finances d'Amiens. Le couple donne naissance à 6 garçons et 4 filles. Et oui. Avec sa femme, Ducange, et ça c'est très particulier, semble s'occuper de ses enfants lui-même. On peut retrouver par exemple un écrit où il dit « Nous avons notre cadette qui a la petite vérole, il faut que les enfants passent par là tôt ou tard. » Il avait visiblement une vie familiale très épanouie. Son attachement à la famille est relevé par de nombreux érudits. Décrit par Léon Feugère, qui était professeur au lycée Louis-le-Grand, comme père de 10 enfants, suffisant à tous ses devoirs d'époux, de père de famille, de fonctionnaire, Charles Ducange étonne ceux qui le voient travailler au sein de sa famille. Monsieur Duval, qui était lui bibliothécaire de l'empereur François Ier du Saint-Empire, s'interroge, moi je ne m'interroge pas, je vous préviens tout de suite, mais c'est lui qui s'interroge, comment cet homme peut avoir tant lu, tant pensé, tant écrit et avoir été 50 ans marié. Je vous laisse apprécier. Étienne Baluse, bibliothécaire de Colbert, proclame quant à lui « L'avis de ce savant répond victorieusement à ceux qui regardent le mariage comme nuisible à l'érudition. » Quand même, il y en a un qui a compris quelque chose. C'est bien. Albéric de Calonne, donc antiquaire, voit en lui un homme qui étudiait non pas dans le silence et le recueillement du cloître, mais parmi les 1000 soucis d'une famille de 10 enfants. Balus brosse pour nous son portrait physique cette fois. Sa taille, quoique un peu en dessous de la médiane, était bien prise. Il y avait de la grâce dans l'expression de son regard. Ses yeux annonçaient l'activité de son esprit et la puissance de ses facultés. Son visage était régulier et beau, mais il était un peu sanguin et replé. Aussi s'imposait-il l'obligation de prendre de l'exercice. Un régime modéré et sage contribuait au maintien de son excellente constitution. Ducange passe pour un bourreau de travail à qui on attribue des journées de 14 heures de travail au moins. Et on a même plusieurs écrits qui nous disent que le jour de son mariage, M. Ducange étudia 6 à 7 heures. Donc il a quand même fait un effort. Pourtant, sa correspondance avec Nicolas Dumont, c'était un Amiénois collectionneur de médailles, correspondance qui nous livre quelques-uns des traits de caractère de Ducange, laisse entrevoir un homme qui a le sentiment de prendre son temps, puisqu'il dit à propos de lui-même « Je me lève assez tard parce qu'il me reste du temps assez le long du jour ». Donc ça devait être une force de travail intellectuel, je pense. Il ne fallait pas beaucoup de temps pour faire beaucoup. Donc il passe pour un bourreau de travail. Pardon. Il est aussi doté d'un certain sens de l'humour. Après avoir dressé la liste de ses travaux en cours à son ami Nicolas Dumont dont on vient de parler, il lui confie « Voici le compte exact de toutes mes actions, je n'en dis pas tant à mon confesseur ». C'est aussi un fervent chrétien qui déclare « Il faut aller tant que terre dure et s'occuper toujours en attendant un meilleur emploi dans le ciel où il faut dresser nos pensées ». Voyons maintenant sa carrière professionnelle. En 1645, le 10 juin, il acquiert une charge de trésorier de France au bureau de la ville d'Amiens, charge qui lui donne accès à la noblesse de robe et dont il se défait 23 ans plus tard. Il quitte en effet Amiens en 1668, âgé de 58 ans, en raison de l'épidémie de peste qui tue alors nombre d'Amiénois. Il se fixe alors définitivement à Paris, rue des Écouffes. C'est dans le 4e arrondissement actuel.
C'est là qu'il tombe malade fin août 1688 et où il meurt le 23 octobre 1688 vers 18 h, à 77 ans, d'une rétention d'urine selon Baluse, qui confie « Son père était mort de cette maladie. Il a sans doute compris qu'il allait lui-même en mourir. Il console femmes et enfants en leur disant qu'il avait atteint un âge que peu atteignent. » 77 ans. Il est inhumé le 25 octobre à l'église Saint-Gervais-Saint-Pontet de Paris. Sa femme lui survit 6 ans, puis est ensevelie à ses côtés. On n'a plus du tout trace de ce tombeau familial. Louis XIV honore la mémoire de Ducange en accordant à ses enfants une pension de 2000 livres. Philippe, l'aîné, reçoit ses manuscrits en héritage, mais il meurt sans postérité 4 ans après son père. Les écrits reviennent alors à François et sont éparpillés au cours de diverses ventes. C'est l'arrière-neveu de Ducange, Charles Dufresne d'Aubigny, qui fait au XVIIIe siècle de gros efforts pour tenter d'en rassembler le maximum. Alors, qui était le Ducange érudit? En dehors de sa charge professionnelle pourtant fort lourde, Ducange a de très nombreux centres d'intérêt. Il est à la fois historien, mais aussi linguiste et philologue. Historien, il laisse d'une part de nombreux écrits relatifs à l'histoire de France, je vous cite 3 livres parmi une quarantaine, une histoire de Saint-Louis, une histoire de l'Empire de Constantinople sous les empereurs français, une histoire byzantine. Il laisse de très nombreux manuscrits concernant l'histoire de la Picardie, avec en particulier le traité historique du chef de Saint-Jean-Baptiste, précieuse relique d'Amiens, le mémoire pour servir à l'histoire de la Picardie, ou encore le mémoire des comtes d'Amiens. Mais il est aussi linguiste et philologue. Il étudie grammaire, linguistique, étymologie. Son œuvre majeure en ce domaine est constituée de 2 glossaires, donc le glossaire de latin en 1678. Ses travaux l'amenèrent à retracer pour chaque terme tous les stades de son évolution, depuis la première apparition du mot en primo-latin jusqu'à sa forme la plus récente en français. Je vous laisse imaginer la qualité des recherches que ça représente. Et puis le glossaire en grec, 10 ans plus tard, en 1688. C'est un érudit à l'aise, mais qui n'est pas riche. Après un édit royal qui augmente le prix du papier, il déclare « Je croyais épargner le papier qui va coûter beaucoup en écrivant dans une demi-feuille et en petites lettres, mais je ne m'attendais pas qu'il en faudrait autant pour l'enveloppe. » Ou encore, à la suite des impressions aux frais du roi de la collection des historiens byzantins, il déclare « Ce qui ne fait pas bouillir ma marmite, car cela me tient lieu de gratification. » Donc, on n'est pas sur l'or. C'est un caractère paisible et modeste. Il dit de lui-même « Je passe mon temps à l'ordinaire, c'est-à-dire à griffonner du papier. Mais je ne sais point d'autre occupation. » J'aimerais bien être pareil. Si le travail est pour lui un passe-temps agréable, Charles Ducange communique ses travaux généreusement et en tout désintéressement. Puisque je ne travaille que pour ma satisfaction, je suis aussi mon propre génie, et d'autant plus que je ne suis pas payé pour aller. En effet, comme le souligne M. Magnin de l'Académie des inscriptions et des belles-lettres, alors que les congrégations religieuses recherchaient souvent chartres et autres sources anciennes dans le but de reconstituer et affirmer des droits dont elles pouvaient tirer un bénéfice, Ducange n'attendait aucun avantage matériel personnel de ses travaux de recherche. Son abondante correspondance avec les savants qui le consultaient sur des sujets touchant leur propre pays en témoigne. Son érudition est reconnue aussi bien par Jacques Garnier de la Société des Antiquaires, pour qui il est le plus illustre des enfants de la province de Picardie, que par Chateaubriand qui déclare « Quel puits de science que Ducange, on en est presque épouvanté ». À cette érudition, il ajoute un esprit critique très préoccupé de la qualité de ses sources. Et c'est probablement aujourd'hui un aspect de Ducange qui, tout en étant méconnu, mérite beaucoup d'attention. Thibaut Girard, ancien directeur des archives départementales de la Haute-Marne, précise qu'il se distingue radicalement des héraldistes de son temps par une constante préoccupation de citer ses sources, ce qui en fait un proche des préoccupations de la recherche contemporaine, par son recours méthodique à des originaux. De fait, Ducange n'avance rien qu'il ne prouve par des sources de la meilleure qualité qu'il puisse consulter.
Cette caractéristique de son travail a été très remarquée dès le XVIIIe siècle par son arrière-neveu, Dufresne d'Aubigny, qui affirme « La manière de M. Ducange est en général de ne rien avancer sans preuve. Il arrive de là fort souvent qu'étant très concis dans ses narrations, on trouve dans ses compositions presque autant de citations que de textes. » Et vous avez peut-être remarqué que je ne parle pas beaucoup, mais je fais beaucoup de citations. Je n'imite pas Ducange, mais c'est beaucoup plus facile d'en parler en citant ce qu'il dit ou ce qu'on disait de lui à l'époque. De son côté, Voltaire écrit « Si on veut des recherches historiques, trouve-t-on quelque chose de plus savant et de plus profond que celle de Ducange ?» Sa première publication, l'histoire de Constantinople sous les empereurs francs, n'est imprimée qu'en 1657. La seconde, c'est le traité historique du chef de Saint-Jean-Baptiste, est daté de 1665. La modestie caractérise le jugement qu'il porte sur ses propres écrits. « Si j'étudie, c'est pour le plaisir de l'étude. Ces œuvres n'ont rien qui puisse flatter le goût public. Elles ne doivent pas franchir le seuil de mon cabinet. » À propos de ses glossaires, il déclare tout aussi modestement « Il ne fallait que des yeux et des doigts pour en faire autant et plus. » Il considère que ses travaux sont toujours perfectibles, ce qui peut expliquer en partie la lenteur des parutions et le très faible volume de parution en fait. À 66 ans, il fait partie des érudits auxquels Colbert évoque son grand projet de recueil des historiens des Gaules et de la France. Ducange se montre intéressé, propose un plan qui fixe des axes de recherche, mais ce n'est finalement que 50 ans plus tard que la publication de ce long travail put se faire sous la direction de don Martin Bouquet, bénédictin de la congrégation de Saint-Maur. On dit en bon picard que Ducange a été assez chafouin, c'est ça? Chafouin, de ne pas avoir été retenu. 154 ans après sa mort, la Société des antiquaires de Picardie s'intéresse donc à ce personnage à qui elle décide de consacrer une statue. C'est donc une toute jeune société qui se lance, qui s'attelle à ce projet. Je vais vous rappeler rapidement l'histoire de notre société, qui donc est fondée grâce à un groupe de notables amiénois qui se réunissent au tout début de l'année 1836 chez François Guérard, donc conseiller auditeur à la cour royale d'Amiens, qui réunit un certain nombre de notables dans le but de créer une société pour la conservation des monuments anciens. C'est une fondation qui n'a rien d'original, elle s'inscrit dans... Il n'y avait rien, mais là il y a des choses, alors il ne faut pas que j'y touche. Elle s'inscrit donc dans le mouvement de naissance des sociétés savantes au début du XIXe siècle. Alors pour rappel, l'Académie celtique a été fondée en 1804, elle est devenue assez rapidement la Société des antiquaires de France en 1814, modèle qui a été suivi en 1824 par les antiquaires de Normandie, qui voient le jour sous l'instigation d'Arcis de Caumont, puis assez rapidement les antiquaires de la Mauritanie, la région de Saint-Omer, en 1831. Le comité des travaux historiques et scientifiques lui-même est fondé en 1834 avec le soutien de Guizot, ministre de l'Instruction publique. En Picardie, des sociétés savantes sont déjà présentes. L'Académie des sciences, lettres et arts d'Amiens a été fondée en 1746 comme société littéraire et historique, et elle est devenue l'Académie après l'obtention en 1750 de lettres patentes du roi. Et à Arville, la société d'émulation historique et littéraire nous a précédé aussi, puisqu'elle a vu le jour en 1797. Ce sont des sociétés qui fonctionnent toujours, hein, bien sûr. Le début du XIXe siècle se caractérise par un grand intérêt pour l'histoire locale. De nombreuses publications montrent l'intérêt pour les monuments de la région. Je ne citerai que Hyacinthe Duzevel, par exemple, qui publie un mémoire sur les monuments anciens de l'arrondissement de Boulan en 1831, et puis, bien sûr, en 1835, le premier volume de la partie picarde des voyages pittoresques et romantiques dans l'ancienne France de Taylor, Naudier et de Cailleux. 3 volumes sont parus concernant la Picardie, 1835, 1840 et 1845.
Donc le contexte est tout à fait favorable pour la création d'une société d'antiquaires qui se dote de statuts, qui précisent les activités futures. L'article 2 prescrit la recherche de monuments de l'art et de l'histoire laissés par l'Antiquité et le Moyen-Âge. L'article 3 précise ce que la société devra faire au sujet de ces monuments, les étudier et les décrire. Et les articles 4 et 5, eux, s'intéressent aux interventions de la société pour la conservation, pour la protection, la restauration des édifices antiques, mais également des bibliothèques, des dépôts d'archives et surtout prévoit la création d'un musée d'antiquité nationale à Amiens. L'érection de statues ou de monuments quelconques à la gloire des grands hommes de Picardie n'est pas envisagée directement dans les statuts. Les antiquaires de Picardie se sont également donné un blason avec une devise qui orne le plafond de la salle des séances. Alors ce plafond évidemment est nettement postérieur à la fondation de la société puisque le musée n'était pas encore construit à l'époque. Donc c'est le blason de la nation picarde à l'université de Paris. Il fait référence au peuple qui parlait la langue picarde. Il est accompagné de la devise Nosce Patriam, connaît ta patrie. Il est entouré des blasons des villes picardes que vous ne voyez pas sur la diapo, mais que vous pouvez venir voir dans notre salle des séances. Et cela montre bien l'importance que la société accorde à la notion de petite patrie, à la recherche de l'identité régionale et de ses caractéristiques. Une des premières préoccupations de la société après sa fondation, c'est le travail de publication d'archives locales. Les coutumes locales du bailliage d'Amiens, rédigées en 1507, sont publiées avec les encouragements du Conseil général de la Somme et du ministre de l'Instruction publique par M. Boutor dans les mémoires, documents inédits concernant la province en 1845 et 1853. La société publie en tant que société, mais certains de ses membres ont également un travail d'édition à titre personnel. En 1840, paraît à Amiens chez Duval et Herman l'histoire de l'état de la ville d'Amiens et de ses comptes avec un recueil de plusieurs titres concernant l'histoire de cette ville qui n'ont pas encore été publiés par Charles Dufresne, seigneur du Canche. Cette édition semble le fait d'un anonyme, si l'on en croit une recension qu'on trouve dans la bibliothèque de l'École des Chartes, mais l'auteur en est Henri Ardouin, membre de la société. Dans les mêmes années, une nouvelle édition du glossaire de Ducange paraît. Donc, on voit bien que Ducange n'avait pas été oublié, mais même avant ces travaux publiés par la Société des Antiquaires, l'Académie d'Amiens avait décerné en 1764 son prix à un éloge de Charles Dufresne, seigneur du Canche. C'est un discours de 43 pages qui est suivi de notes abondantes et d'une notice des ouvrages de M. Ducange, que vous avez ici. Ces documents se trouvent à la bibliothèque diocésaine d'Amiens, vous pouvez les consulter. Donc le choix de Ducange comme grand homme peut évidemment s'expliquer, mais dans les comptes rendus, je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait des archives très riches, mais malheureusement, il y a quand même des questions auxquelles on ne peut pas répondre. Dans les comptes rendus des séances préparatoires, rien n'évoque de raison pour le choix de ce Ducange. D'autres personnalités amiénoises auraient pu être choisies, évidemment, et ce n'est qu'à partir de janvier 1844 que dans un discours du président au renouvellement du président en début d'année, on découvre que la Société des Antiquaires a été constituée sous le patronage de Ducange, ce qu'on ne trouve dans aucun autre document. Et cette affirmation se retrouve ensuite régulièrement dans plusieurs discours et allocutions, jusque dans le numéro spécial du bulletin qui a été publié en 1988, à l'occasion du 3e centenaire, je n'ai pas touché, à l'occasion du 3e centenaire de la mort de Ducange. Et là, il est rappelé que la Société des Antiquaires a toujours considéré Ducange comme son père spirituel, du fait de ses travaux et évidemment de sa naissance à Amiens. Donc l'idée d'ériger un monument à la mémoire de Ducange est exprimée par Auguste Breuil lors d'une séance ordinaire le 9 novembre 1842. Cette proposition est accueillie par des acclamations et elle se transforme très vite en acte.
une commission est immédiatement constituée pour mettre en œuvre cette pensée et donner à l'inauguration de la statue de Ducange toute la solennité d'une fête nationale. Alors là, il y a deux petits points à remarquer. Au XIXe siècle, quand on veut faire quelque chose à la société, on constitue une commission. Ce n'est pas du tout une façon d'éluder le problème, comme ça pourrait l'être maintenant. Non, ce sont des commissions qui travaillent, on a du compte-rendu et vraiment, il y a du travail qui est fait. Et puis, l'autre point qui me semble aussi intéressant, c'est qu'on décide de constituer une commission, la statue n'est pas encore construite, mais on prépare déjà l'inauguration de la statue. C'est finalement ce qui semble le plus important. Ça démarre très bien, très vite. Et dès le 8 février 1843, il est décidé d'adresser au ministre de l'Intérieur la demande d'autorisation du roi pour élever dans la ville d'Amiens, par souscription, une statue à Dufresne-Ducange. L'année suivante, en janvier 1844, lecture est donnée en séance du contrat passé entre la société et un sculpteur, Théophile Caudron, qui a fait une proposition de statue à la société. Il offre de l'exécuter gracieusement, il ne demandera que le prix de la fonte. Théophile Caudron est un artiste qui est connu à Amiens. Il est né à Combles en 1805. Combles, c'est à une vingtaine de kilomètres à l'est d'Amiens. Il a déjà présenté 7 œuvres au Salon du Louvre. Il est connu, alors une de ses œuvres qui figure au musée de Picardie, il est connu de la Société des Antiquaires, puisqu'il travaille à la cathédrale d'Amiens comme restaurateur sous la direction de l'architecte de la ville, Chesset, dans les années 1842-1843. Un contrat est donc signé le 11 janvier 1844 entre le président de la commission de l'époque, Louis-Adolphe Léonard de Gratier, et Théophile Caudron, qui est domicilié rue Bichat à Paris. Ce contrat est assez précis. Caudron doit réaliser le modèle en plâtre de la statue en bronze de Ducange. La hauteur de la statue sera de 3 mètres, non compris la hauteur de la plinthe qui, elle, devra faire au moins 16 cm. Caudron doit faire mouler et couler en bronze le modèle qu'il aura réalisé. La composition du bronze, alors s'il y a un chimiste dans la salle, qu'il écoute bien, la composition du bronze est fixée. Pour 50 kg de bronze, il faut utiliser 42 kg de cuivre rouge, 5,5 kg de zinc de Silésie, 1,5 kg d'étain et 1 kg de plomb. Je ne sais pas si c'est une bonne composition, mais c'est vraiment très précis. Il est dit également que le moule en creux ne sera qu'en 2 morceaux qui seront fondus sans interruption. Il est en outre précisé qu'une indemnité, ce n'est pas un paiement, c'est une indemnité, de 13 000 francs est prévue pour les frais de moule et de fonte. Le paiement se fera en 3 fois, un tiers sitôt le modèle reçu, un tiers après la réussite de l'opération du fondeur et le reste le jour de l'inauguration de la statue. Donc ce premier contrat, 11 janvier 1844, en mars 1844, Chesset adresse à la SAP le plan et le devis du piédestal de la statue. Ce sont deux choses différentes. Le piédestal sera réalisé par une autre personne. Le président de la commission est chargé de transmettre ces documents au ministre pour obtenir l'autorisation nécessaire. Le 14 août de la même année, l'ordonnance du roi Louis-Philippe autorise la société à ériger une statue en bronze à la mémoire de Ducange dans la ville d'Amiens, sa patrie. Vous ne voyez certainement pas grand-chose, mais c'est effectivement l'original qui est conservé dans nos archives. Une souscription est lancée en 1845 et très rapidement reçoit des fonds de personnes éminentes, la famille royale, des descendants de Ducange, des fonctionnaires publics, etc., mais également des sociétés savantes de Picardie ou de régions plus lointaines, comme la Société archéologique de Montpellier, la Société des antiquaires de l'Ouest, la Société royale des antiquaires de France, la Société de l'École royale des Chartes, l'Institut historique de France, etc., etc. Vous voyez les bulletins de souscription. J'en ai pris un vierge pour ne pas... Le montant total recueilli par cette souscription est de 15 489 francs.
Mais les relations avec le sculpteur Caudron ne sont pas au beau fixe. Le travail n'avance pas assez vite et la signature d'un deuxième traité est nécessaire. Signé par M. le Serrurier en 1845, je n'ai pas trouvé plus de précision sur la date, 1845, quel moment de l'année, je ne sais pas. Et là, il y a eu une mise en demeure adressée à Caudron en exigeant qu'il commence l'exécution du modèle devant servir à la fonte de la statue. Une date ferme est fixée, le modèle doit être livré avant le 3 mars 1846. Et on décide à ce moment-là que c'est la société qui prendra en charge le loyer de l'atelier où sera exécuté le modèle et les frais de transport du dit modèle à Paris, chez le fondeur, en plus des 13 000 francs initialement prévus. On sait par ailleurs que Chaussette, donc le responsable du chantier des restaurations des portes de la cathédrale, se plaint régulièrement des absences de Caudron. Et cela rejoint la demande que la société a faite à Caudron. La société veut que le modèle soit réalisé à Amiens et non à Paris. Cette absence peut être due à trop d'engagements pris par Caudron. Il a fait des restaurations aussi bien à la cathédrale de Bourges qu'à Mailly-Maillet ou à je ne sais plus, une église parisienne. Mais il est possible aussi que ce soit des problèmes de santé, puisqu'en fait, il décède en février 1848 à l'âge de 43 ans. Et nous n'avons pas de détails sur les raisons de ces retards. Il semble s'être mis au travail. Un article du Glaneur signale le 7 mars 1846 que le modèle demi-grandeur a été visité par la commission de la Société des antiquaires de Picardie, par Monseigneur l'évêque, Monsieur le préfet, Monsieur le maire d'Amiens, dans l'atelier de l'artiste Place Saint-Firmin. Et le 14 mars, le samedi suivant, un second article annonce que le plâtre a été coulé et que l'œuvre est très réussie. L'élégance, la majesté et tout à la fois le naturel de la pose sont particulièrement remarqués, comme le visage qui exprime bien la pensée, la méditation du savant. L'auteur de l'article se préoccupe du voyage de plus de 120 km que devra faire le plâtre jusqu'à l'atelier du fondeur à Paris. Donc ça semble aller mieux, mais malgré ça, un troisième traité est signé le 1er août 1846 entre M. Rigolot et M. Caudron, qui à ce moment-là est domicilié rue de Fleurus à Paris. Il a déménagé entre-temps. M. Rigolot reçoit le modèle et verse donc 3 300 francs à Caudron comme c'était prévu, mais il est alors décidé que la confection du grand modèle et la fonte de la statue s'exécuteront aux frais de la commission et par les agents qu'elle choisira. Elle se réserve d'ailleurs de recourir à la surveillance artistique de M. Caudron, qui de son côté s'engage à exécuter cette surveillance toutes les fois qu'il y sera invité. Donc dans chaque nouveau contrat, on voit que en fait, la société en fait un peu plus et en prend un peu plus à sa charge. Le 12 mai 1847, la commission a rendu visite à l'atelier de Caudron et a constaté que la statue peut être considérée comme terminée. Mais les difficultés ne sont pas encore aplanies. Nous apprenons le 7 juillet 1847 qu'un procès avait été engagé pour obtenir la mainlevée de la saisie pratiquée en octobre 1846 dans l'atelier de Caudron, rue de Fleurus, à la requête de M. Simonet. M. Simonet est un fondeur et le contrat ne lui a pas été attribué à lui, le marché ne lui a pas été attribué. Donc il y a eu un procès et la société a gagné, elle peut récupérer les modèles en question. Arrive l'année 1848 et à la première séance de l'année, le 12 janvier, on évoque l'inauguration prochaine de la statue. Mais il faut encore obtenir l'aide de la ville d'Amiens pour la fabrication du piédestal qui recevra cette statue. Les fonds qui ont été récupérés par la souscription sont épuisés. La ville est tout à fait d'accord pour faire réaliser le piédestal, mais l'année 1848 est assez peu favorable pour des raisons politiques. Et là, les comptes rendus des bulletins sont tout à fait muets.
on n'évoque pas l'abdication de Louis-Philippe le 24 février 1848, on n'évoque pas la proclamation de la République, on n'évoque pas à la fin de l'année l'élection de Louis-Napoléon Bonaparte comme président. Politiquement, hein, il ne se passe rien dans notre société. On comprend tout de même que les choses ne sont pas tout à fait normales. Le président de la société consulte ses collègues lors de la séance ordinaire du 14 juin 1848 pour savoir si, suivant l'usage, entre guillemets, une séance générale annuelle se tiendra en juillet. Un membre propose alors de régler cette question en même temps que celle de l'inauguration de la statue, et après discussion, il est décidé d'une part de retirer la statue de l'atelier du fondeur et de la transporter à Amiens, mais d'autre part de ne pas faire l'inauguration de la statue dans l'immédiat, entre guillemets, en raison des circonstances politiques. Là, tout de même, on comprend que, oui, il se passe des choses. Ce n'est donc qu'en 1849 que la statue est dressée dans le centre d'Amiens, sur la place Saint-Denis, nouvellement aménagée, à l'emplacement de l'ancien cimetière. Cette pose se fait en 2 temps, marqués chacun par une importante cérémonie en juin et en août. La préparation de ces 2 événements occupe longuement les membres de la commission, qui échangent de nombreux courriers avec les maires de diverses villes où ont eu lieu le même genre d'événements. Les antiquaires demandent le programme des fêtes pour s'en inspirer. Alors, les villes de Dieppe, de Lille, de Dunkerque, de Rouen, de Strasbourg sont sollicitées. La société d'émulation de Rouen envoie différents documents qui concernent les fêtes qu'elle a organisées à l'occasion de l'érection de la statue en l'honneur de Pierre Corneille en 1834, donc quelques années auparavant. Le XIXe siècle est très friand de ce genre de grandes réjouissances organisées par les municipalités. L'érection de statues qui honorent les grands hommes concourt à l'embellissement des villes, mais vise aussi à transmettre un message moral ou politique à la population et sont toujours accompagnés de fêtes plus ou moins grandioses. Alors, je ne montre qu'un exemple. Le programme des fêtes qui se sont déroulées à Montdidier les 18 et 19 juin 1848 pour l'inauguration de la statue de Parmentier. On retrouve dans le programme le même genre de choses que ce qui est organisé à Amiens. À ces fêtes, donc, justifiées par l'hommage rendu à Charles Ducange, s'ajoute à Amiens, entre la pose du piédestal et l'inauguration de la statue, une autre fête qui est donnée en l'honneur de la visite du président de la République le 15 juin 1849. La première cérémonie, donc la pose du piédestal, qui est financée par la ville d'Amiens, se déroule le 8 juin 1849. Les autorités civiles et militaires, les membres du conseil municipal, les officiers de la garde nationale et de la garnison et les membres de la société, bien sûr, se retrouvent et vont en cortège de la place de l'hôtel de ville à la place Saint-Denis où sont prononcés plusieurs discours. Je vous fais grâce des discours. C'est le maire. Je ne vous en ferai pas grâce. Il va se venger. Oui. Le maire, M. Porion, est invité. Non. Bon. A posé la première pierre. Et il passe ensuite la truelle. Voilà, la truelle à M. Rigolo. Truelle qui est soigneusement, vous pouvez également venir la voir chez nous. Elle est toute belle, toute brillante. La première pierre est posée sur une boîte en plomb qui renferme une pièce de monnaie d'argent de la valeur de 5 francs, 2 jetons en argent de la Société des antiquaires de Picardie et une plaque en bronze sur laquelle est gravée une inscription rappelant la cérémonie. Sur le piédestal, on remarque l'absence d'inscription. C'est une œuvre monumentale, mais qui est muette. À l'avant, on a la dédicace à Dufresne Ducange et l'année 1849, et au revers, les dates de naissance et de décès. Je ne sais pas si vous voyez, les dates de naissance et de décès, et puis donc le nom et Ducange. Mais le rôle de la Société des antiquaires et le rôle des souscripteurs sont tout à fait passés sous silence. La date de la cérémonie au cours de laquelle doit être révélée la statue n'est pas encore fixée. Et ce n'est que lors de la séance du 2 juillet, on se demande si la pose, enfin, le dévoilement
dévoilement de la statue pourrait avoir lieu le 15 juillet, date de la visite du président de la République à Amiens. Cette suggestion n'est pas retenue, et là aussi, les raisons ne sont pas du tout évoquées. On peut tout de même supposer que l'inauguration par un président de la République d'une statue qui a été décidée et en partie financée par un roi aurait peut-être été un peu délicate, donc il valait mieux ajourner cette cérémonie. Et on choisit la date du 19 août pour l'inauguration. Le mois de juillet est consacré à de nombreux courriers et déplacements des membres de la commission du Cange pour inviter les représentants politiques et scientifiques à la pose de la statue. Et une chose qui est assez frappante aussi, c'est que moi j'ai l'impression qu'ils s'y prennent très tard. Et tout se déroule très bien et tout est parfait. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas le téléphone portable. Et ben, on travaillait quand même très vite. Et ensuite... Tant pis pour vous, vous aurez le droit au discours. Alors, en visite à Amiens le 15 juillet 1849, donc le président de la République française, Louis-Napoléon Bonaparte, exprime ses regrets de ne pouvoir assister, vous venez de le voir, à l'inauguration de la statue de Ducange, prévue le mois qui suit. Les fêtes de l'inauguration commencent en effet le 19 août 1849. Dès la veille, à 18 h, la grosse cloche du beffroi avait annoncé à tous la cérémonie du lendemain. La statue de bronze mesure effectivement 3 mètres de haut. Ducange y est présenté debout, vêtu d'un vêtement long et confortable, baissant les yeux sur un parchemin qu'il tient de la main gauche, alors que sa main droite repose sur d'épais ouvrages. Le glossaire est posé à ses pieds, enfin un des deux, et son blason est montré très discrètement. Merci à Alain de nous en avoir expliqué le contenu. Ces 2 jours de... Pardon. C'est un blason parlant, oui. Comme il s'appelle Dufresne. Les 2 arbres sont des frênes arrachés. Ces 2 jours de fête vont constituer une trêve politique dans la liesse populaire, consensus souligné par la remarque d'Albéric de Calonne précisant que le héros de la fête n'a été mêlé à aucune révolution. Pourtant, les 2 principales rues du centre d'Amiens, la rue de Noyon et la rue des Trois Cailloux, que la ville a fait nettoyer, sont interdites à la circulation à cheval et en voiture. Si ce sont les antiquaires qui ont offert la statue, c'est la ville qui supporte les dépenses d'organisation de grandes fêtes populaires qui voient défiler les hommes le plus en renom dans le domaine des lettres, des services et des arts. À 11 h 30 a lieu la réception à la gare du représentant du ministre de l'instruction publique et de la députation de l'Institut de France. C'est le point 1 sur la carte. Puis, la Société des antiquaires tient sa séance publique dans la salle du congrès de l'Hôtel de Ville, donc c'est le point 2. Le cortège quitte ensuite l'Hôtel de Ville pour la place Saint-Denis, actuelle place Goblet, vous la voyez bien, au point 3, où une tente est spécialement dressée. Et là, on a un témoignage, comme souvent sur les grands événements amiénois, qui nous a été laissé par les frères du Toit à travers ce dessin qui représente bien les fêtes de l'inauguration. La garde nationale, le 23e régiment d'infanterie légère et le 9e régiment des cuirassiers forment le carré sur cette place où 20 mâts, on les devine un petit peu avec les... Je ne sais pas si vous... Il n'y a pas de souris. Vous voyez des espèces de banderoles qui font le tour de la place, qui est encore pour l'instant assez peu végétalisée. Et ces 20 mâts portent des drapeaux tricolores et les noms des principales villes de Picardie. À l'entrée de la rue de Noyon, les corporations de la ville ont fait un arc de triomphe à la mémoire des Picards les plus illustres. C'est une partie du dessin du Toit, et vous voyez tout au fond un espèce d'arc de triomphe. C'est en fait une œuvre très temporaire, en bois essentiellement, et donc érigée par les corporations de la ville. À 15 h 30, le voile qui recouvre la statue est enlevé, le procès-verbal de l'inauguration est signé. Ensuite, jeux de tamis, de ballons, de longues paumes et jeux d'arc sont organisés au parc de la Haute-Oie et dans les fossés du boulevard Saint-Jacques, c'est l'actuel boulevard Fédherbe. Le soir venu, la place Saint-Denis est illuminée de lanternes et de feux de Bengale jusqu'à 23 h. Les façades amiénoises les mieux décorées reçoivent une médaille à l'effigie de Ducange,
comme les gagnants des Jeux. Cette médaille, reproduite à des centaines, enfin je pense qu'on peut dire maintenant des milliers, vu les factures qu'on a vues, milliers d'exemplaires en or, en vermeil, en argent, en bronze, et gravée par le célèbre graveur de l'époque, Alexis de Polis. On compte de très nombreux invités du monde de l'érudition à ces festivités tout à fait exceptionnelles. Monsieur Genin, chef de division au ministère de l'Instruction publique, qui est né à Amiens, remplace le ministre, monsieur De Falloux, qui était pressenti pour l'inauguration, mais qui est retenu par une sérieuse indisposition. Il déclare « Puisse ce patronage susciter à Ducange un successeur. Aucune nation, pas même la patiente et laborieuse Allemagne, ne peut se vanter d'un savant ayant construit à lui seul 2 ouvrages comme les 2 glossaires, qui sont 2 colonnes lumineuses éclairant au loin tout le Moyen-Âge. » Il insiste sur le caractère peu intéressé de Ducange, expliquant qu'il mit donc à la disposition de tous les résultats de son travail, que M. Genin qualifie d'inventaire complet des ruines des 2 antiquités. M. Magnien, qui est président de l'Académie des inscriptions et des belles-lettres, évoque à propos du linguiste un sentiment de justice en voyant des noms révérés jusque-là dans un cercle restreint d'admiration respectueuse atteindre enfin à la grande renommée et à la gloire populaire. Il dit de Ducange qu'il est le père de la grande école historique française. M. Magnien informe que le ministre va publier aux frais de l'État une publication inédite, ce sera l'histoire des familles d'outre-mer. Achille Jubinal, de la Société des gens de lettres, explique qu'honorer les grands hommes du passé, c'est préparer de grands hommes à l'avenir. On projette d'ailleurs de donner le nom de Ducange au lycée d'Amiens. L'intention est restée lettre morte. On note aussi la présence du duc Albert de Luynes, président de l'Académie des Beaux-Arts, du conservateur du Louvre, des représentants de la Société des antiquaires de France, de l'École des Chartres et des descendants de Ducange, messieurs Blin de Bourdon, Dufresne de Beaumetz et de Monclin. Les discours officiels sont suivis de la lecture publique d'une poésie en vers de l'antiquaire Auguste Breuil, dont sont issus les 5 vers suivants. Je vous donne les 5 vers, la poésie fait 4 pages et demie. Il voulut, ce savant, dissiper la nuit noire qui, du long Moyen-Âge, enveloppait l'histoire. Sur ses livres penchés, comme sur le sillon, se courbe un laboureur pour que la moisson naisse. Dans sa bibliothèque, il cloître sa jeunesse. C'est les vers les meilleurs. C'est pas tout à fait exact, parce qu'il n'a pas écrit dans sa jeunesse, justement. Après les discours et les applaudissements de la foule, c'est le jeune fils de Théophile Gaudron, le sculpteur lui-même étant décédé l'année précédente, comme vient de vous le dire Christiane, qui se présente devant la statue à la demande des officiels et pose sur la tête de celle-ci une couronne de fleurs offerte par une fleuriste d'Amiens. Cela permet à la presse d'écrire « C'est une pensée délicate et touchante que d'avoir ainsi fait couronner l'œuvre du père par les mains du fils. » Une médaille du souvenir est remise à ce fils quelque temps après. Je ne sais pas s'il y a eu un Amiénois à l'époque qui n'a pas eu sa médaille. Enfin, le préfet remet la Légion d'honneur au président de la Société des antiquaires de Picardie, le docteur et archéologue Rigolo, qui déclare « Les enseignements de l'histoire, l'investigation des sources de nos connaissances sont à la fois le meilleur moyen d'apprécier le présent et d'assurer à l'avenir les améliorations qu'il a le droit d'attendre de notre expérience. » Et il précise, et je crois que c'est très important pour le 19e, c'est la première fois depuis sa fondation que l'Académie des inscriptions et des belles-lettres se déplace en province pour prendre part à une telle fête. La Société des antiquaires a fait preuve d'une grande patience et d'une non moins grande générosité en érigeant cette statue à ses frais en ces temps troublés. Elle souhaite ainsi augmenter la sensibilité des jeunes générations à la science historique en servant la gloire de Ducange. La remise de cette Légion d'honneur atteste de l'intérêt de la mairie et du gouvernement pour la Société des antiquaires et de la reconnaissance de l'État. Ainsi, la grande notoriété intellectuelle de Ducange rejaillit au profit du renom de la France. Le maire d'Amiens, c'est M. Porion, conclut « J'accepte au nom de la ville le don que la Société des antiquaires lui fait aujourd'hui. Quoique ce monument cesse de vous appartenir pour devenir la propriété de tous,
il n'en sera pas moins un éternel honneur pour votre société qui nous permet d'offrir à tant d'hommes distingués une fête qui témoigne du retour de la confiance, résultat inévitable du rétablissement de l'ordre. Les temps sont moins troublés et les jugements tombent. La Société des antiquaires donne au soir, dans les salons de l'hôtel Saint-Denis, un banquet payant sur invitation pour plus de 100 personnes, dont elle a conservé dans ses archives la facture pour un total de 1343 francs, dont 246 francs de vin. Ils ont certainement bien mangé, mais ils ont surtout bien bu. Le lendemain, oui, sans doute, le lendemain, 20 août 1849, la fête continue avec de nombreuses animations. On a conservé un ticket d'entrée pour ces animations. Il y a une exposition de fleurs, fruits et légumes organisée par la Société d'horticulture sous le péristyle de la bibliothèque municipale. Il y a une course de bagues à la hautoie, c'est une course où les cavaliers, ça se pratique toujours d'ailleurs, on met des cercles sur des pilastres et les cavaliers qui sont munis d'une espèce de lance doivent attraper au passage les cercles en question. Donc on organise ces courses de bagues à la hautoie. Et surtout, on fait une très grande fête nautique sur le port d'Amont entre, alors je n'ai pas trouvé ce qu'était ce lieu, les Bains Chinois et le pont des Célestins, mais c'est situé entre le point 7 et 8 que vous voyez à l'écran. Je ne sais pas ce que sont ces bains chinois. Les bains chinois se trouvaient à proximité du jardin des plantes, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Alors ce serait quand même un peu plus beaucoup de l'autre côté. Oui, là, par contre, le parcours là est certain. Et il disait du bain chinois au pont des Célestins. Donc, je ne sais pas. Mais c'était quoi la nature des bains chinois? C'était des bains publics. C'était des bains publics avec un décor asiatique. Oui, oui, c'est pour ça le mot chinois nous avait un peu surpris. La garde nationale et les sociétés de sonneurs de trompe jouent sur des barques illuminées. La fête se termine par un feu d'artifice mémorable dont le bouquet final inscrit dans le ciel le nom de Ducange. La presse témoigne: aucun spectacle aussi brillant ne parut jamais aux yeux des concitoyens. On a lancé plus de 6000 étoiles pyrotechniques. Je ne sais pas si vous imaginez, mais à l'époque, ça devait quand même être quelque chose. Hein. Et le spectacle, donc, a duré 3 heures. Il y a 4 ans, au Tréport, le départ de la reine d'Angleterre fut aussi salué, mais la trop vaste étendue de la mer ne permit pas que les feux lancés dans les airs produisent un effet comparable. Albéric de Calonne évalue à peu près 25 000 personnes le nombre de spectateurs qui ont assisté à ce feu d'artifice. Je pense que c'était quand même quelque chose de grandiose. Auguste Janvier, dans ses mémoires, donne un compte-rendu de ces jours de fête. Il est beaucoup moins admiratif que la presse, donc la vérité se situe probablement entre les deux. Pour lui, les Amiénois n'ont pas beaucoup avoisé leur maison, les illuminations n'étaient pas suffisantes. Il donne pourtant quelques détails sur les décorations réalisées par certains commerçants et il conclut tout de même: cette soirée avait causé une grande satisfaction aux habitants. C'est peut-être ce qu'il faut retenir. En 1863, naît le projet de déplacer la statue de Ducange, non pas pour des raisons relevant de l'intérêt public, mais pour la remplacer par une fontaine, à la gloire d'un ancien maire d'Amiens, dont le financement est promis à travers un legs. La Société des antiquaires de Picardie s'insurge. La raison pour la déplacer serait d'être la condition imposée par la donation Herbé Briez. On découragerait les donateurs à venir en sacrifiant les donateurs passés. Le monument élevé par l'Europe savante commande de respectueux égards. Les sommités qui sont venues n'ont pas cru que ce n'était qu'une cérémonie pour décorer une place publique, en attendant de trouver mieux un jour pour la décorer avec une fontaine. Je crois que quand on veut dire quelque chose, on ne se prend pas trop de gants. La Société rappelle que c'est une œuvre de valeur universelle, voulue par le monde savant tout entier. Ce monument appartient donc à la nation, œuvre incontestable puisqu'admise à l'exposition de Paris en son temps. Elle pourrait être endommagée par son déplacement, qui représente par ailleurs un coût important. La Société mentionne que la statue se trouve sur un lieu où furent enterrés des centaines de générations. On ne pourra donc point nous reprocher, Société des antiquaires de Picardie, de s'être associé à un acte de profanation sans précédent aucun dans l'histoire du XIXe siècle. Enfin, elle explique qu'il ne faut pas la décourager,
parce qu'elle est en train d'achever le plus beau monument que la France départementale ait encore élevé aux Beaux-Arts, à savoir le futur musée de Picardie, monument dont la société établit le financement en organisant plusieurs loteries. Finalement, vous l'avez compris, le projet de déplacement est abandonné. Ça a quand même été entendu. On a peut-être utilisé un peu fortement la critique, mais on a obtenu le résultat. En 1887, de nouveau, la mairie se demande si la statue ne pourrait pas être détruite. Mais finalement, elle renonce à son projet. Finalement, lors de la séance du 6 octobre 1990, donc c'est tout près de nous, le secrétaire perpétuel de la Société des Antiquaires expose le projet de la mairie qui consiste à reculer la statue dans le cadre des travaux d'aménagement de la place, devenue au début du XXe place René Goblet, en l'honneur de l'ancien ministre qui fut aussi maire d'Amiens. Donc c'est le projet de végétalisation qu'on connaît toujours aujourd'hui, hein. C'est exactement l'organisation actuelle. Le déplacement de la statue est réalisé au printemps 1991, mais les moyens techniques ont fait que c'était faisable et qu'on n'a absolument rien détruit. Pour la Société des Antiquaires, l'aventure de Ducange se poursuit. La présente communication en est un exemple. Et était-ce un présage? En 2021, donc encore plus proche de nous, la société s'est enrichie grâce à un don de M. Vincent Foucard d'un des modèles réalisés par le sculpteur Caudron, que vous pouvez venir voir et qui se trouve, que nous avons posé au-dessus de ce qu'on appelle le monument Ducange. Et avant de le montrer, je voudrais ajouter qu'on peut toujours rêver et espérer retrouver encore une autre réduction en bronze. Il y en a une qui a été offerte le 12 août 1873 à M. Garnier, secrétaire perpétuel de la Société, en gage de reconnaissance et souvenir si mérité pour ses longs services et son dévouement aux intérêts de la Société des Antiquaires. Je rappelle qu'il a été secrétaire perpétuel d'une cinquantaine d'années. 49 ans. 49 ans, voilà. Donc, Jean-Loup est au courant. Jean-Loup est parti pour l'imiter. C'est le challenger. Oui. C'est son challenge. Ah, il faut faire 50 ans. Oui. Pour avoir une statue de Ducange. Voilà. C'est pas nous qui vous remercions, c'est Ducange. C'est Ducange. Et nous vous prions de nous excuser, enfin de m'excuser pour les problèmes avec cet ordinateur, mais décidément, je ne peux pas toucher un ordinateur sans que ça... Les ordinateurs sont toujours facétieux et mal intentionnés. Oui, mais pourquoi spécialement avec moi? Avec tout le monde, avec moi aussi. Je ne sais pas si vous avez des questions, des remarques ou des infos. Oui. C'est plutôt une info. Quand j'avais écrit sur Ducange, j'avais lu qu'il était le seul à Paris à pouvoir travailler la nuit. Donc il se levait tard, mais il travaillait tard dans la nuit, quand les enfants étaient couchés. Bah, quand on fait le calcul, pour lui donner 14 heures de travail, et quand, a priori, il se levait vers 9 h du matin, oui. Et il élevait sa famille avec sa femme, donc on peut... Il n'y a pas, puis il mangeait sans doute. C'était un homme d'une certaine stature. Et donc le guet de Paris avait l'accord, l'accord. Il lui avait donné l'accord, effectivement. On n'éteignait pas le quinquet de M. Ducange. Voilà. On le respectait. Tout à fait. Alors, j'ai la chance d'être le conseiller héraldique d'un de mes amis antiquaires qui collectionne les miniatures du XVIe et XVIIe siècle. Et il m'a donné il y a quelque temps 2 miniatures qui sont les portraits du père de Louis Ducange et de son grand-père. Oui. Ces deux tableaux, il n'a pas voulu me les vendre. Ces 2 tableaux sont en Auvergne, à Trisiac, chez monsieur Lionel Trasit. Affaire à suivre. On ne peut pas avoir un droit pour les récupérer. Ben, il les a achetés dans le commerce d'antiquité. Moi, j'ai simplement identifié les personnages. La fortune est visiblement l'œuvre du grand-père par l'achat de terre. Oui, c'est ça. Louis a entretenu et maintenu et permis aussi, ce qui n'était peut-être pas évident à l'époque, à ses enfants de faire en gros ce qu'ils voulaient. Enfin, je schématise beaucoup. Et Ducange, quant à lui, on n'a pas vraiment trouvé trace d'acquisition de terre ou de. C'était pas. Non, il avait sa charge déjà qui était
qui devait être relativement lourde, plus après son activité intellectuelle. Je pense qu'il en avait assez pour comme ils disent, s'occuper. Il fait quand même un beau mariage avec la fille du trésorier de France. Et c'est la famille de sa femme, ce sont ceux qui ont fait construire ce qu'on appelle nous maintenant l'hôtel de Berny. Oui. Mais c'est l'hôtel du trésorier de France, c'est construit dans les années 1630. Hein. C'était à l'aise sans, effectivement, ça a été cité plusieurs fois, sans être riche. Bon, après, il faut savoir évaluer, c'est comme les sommes, quoi. C'est pareil, qu'est-ce que ça veut dire une somme à une époque? C'est pas simple à poser, mais disons que c'est quelqu'un qui... Ce qui est quand même un petit peu étrange, c'est qu'il ait quand même élevé ses enfants, on a trouvé beaucoup de remarques tout à fait pertinentes sur le fait d'élever des enfants et autres. Bon, visiblement, il y tenait. Donc, mais peut-être aussi parce qu'il avait les moyens, par ailleurs, de ne pas faire certaines choses, sans doute. De toute façon, il n'était pas pauvre. On n'a pas... Et peut-être aussi parce que lui-même avait perdu sa mère lorsqu'il avait 3 ans. Sa mère est morte lors de la naissance du dernier fils, François. Et lui avait 3 ans, donc peut-être que ça a pu aussi psychologiquement avoir un rôle. Hein. Certainement. On a trouvé beaucoup de traces de réactions, c'est un peu surprenant pour Ducange qu'on ne connaît pas sous cet angle-là, mais on a trouvé beaucoup de traces de nombreuses traces de préoccupations d'ordre privé, de laisser tomber les travaux parce qu'il avait un garçon ou une fille malade ou autre. Enfin, visiblement, c'était quand même quelqu'un d'extrêmement, évidemment, puissant intellectuellement, mais aussi extrêmement humain. Ça lui donne un côté un peu touchant, je trouve, que la statue ne fait pas forcément ressortir. Ce n'était pas le but non plus. Et c'est un petit peu son originalité dans ce monde de savants au XVIIe siècle, où les savants archivistes, historiens, ce sont avant tout des clercs, et en particulier des moines, avec le grand développement de la congrégation de Saint-Maur à Saint-Germain-des-Prés. Il est contemporain de Mabillon, qui est considéré comme le père de la diplomatique, mais finalement, ce sont des gens qui ont le même état d'esprit, c'est-à-dire rechercher les documents originaux, en faire une critique historique, souvent sur une base philologique, hein, parce que ce sont des gens qui sont de très grands latinistes, et ils vont être capables de vous dire que ben non, voilà, telle expression, c'est pas du latin du IVe siècle, mais du latin du 8e siècle, ou vice-versa. Voilà, là où il est un peu original, c'est que c'est un grand érudit, mais c'est un laïc marié et père de famille, alors que les autres, alors c'est pas que les moines n'avaient rien à faire, parce que, je veux dire, au contraire, ils ont leurs 7 offices du jour et de la nuit, et le temps de prière occupe une bonne partie de la journée et de la nuit, mais lui, il vit dans le siècle, et manifestement, il se consacre à sa vie familiale. Il ne devait pas délaisser ses charges publiques, non, il a eu parce aucun qu'autrement il aurait des problèmes. Non, aucun problème. Puis surtout quand il s'agit de contrôler la perception des taxes et des impôts qu'il faut reverser au roi, ça rigole pas. Là pour le coup, l'administration fiscale, déjà à l'époque, est très tatillonne. Donc s'il n'avait pas bien suivi les affaires, de toute manière, il payait sur sa fortune personnelle autrement, hein, s'il ne pouvait pas rassembler ce qu'il devait au roi. Donc, c'est dans le monde des historiens, ça reste quand même encore actuellement une référence, et en particulier le dictionnaire Ducange, alors pour le grec je ne pourrais pas dire, mais pour le latin, et en particulier le latin médiéval, ça reste une référence, et depuis quelques décennies, l'Institut de recherche et d'histoire des textes continue à enrichir ce travail sous une forme informatisée que vous pouvez interroger sur Internet, hein, qu'ils appellent le Nouveau Ducange. Hein, mais ce monument d'érudition du XVIIe siècle, ça reste une référence encore pour la science historique, alors surtout je dirais pour le Moyen-Âge, plus que pour l'Antiquité, pour le latin médiéval, ça reste une référence de base. Et quand on veut savoir dans un texte, par exemple du XIIe siècle, quel pouvait être le sens de tel ou tel mot, eh bien on se réfère aux travaux de Ducange, modernisés par les savants modernes actuels. Je suis curieuse, je voudrais savoir, le monument du maire avec sa fontaine qui n'aurait été... Oui, c'est la fameuse fontaine herbée. Est-ce que ce monument a été fait ailleurs? Oui. Alors, Jean-Loup... Il a été élevé, ce monument, place Longueville, avant l'érection du cirque municipal, si je ne dis pas de bêtises. Et il a été démonté au moment de la construction par Réquier du cirque.
Et je pense que le musée a dû conserver longtemps des éléments de cette fontaine. Le bassin. Oui, qui ont fini par être probablement mis à l'encan, détruits. Et on conserve dans nos réserves un certain nombre de plâtres préparatoires au monument. Donc là, en petite dimension. Et on a évidemment les dessins d'éditeurs qui ont représenté plusieurs fois en détail, en situation et tout. C'est la fontaine Herbé, c'était vraiment quelque chose de très important. C'est vrai que les antiquaires n'ont peut-être pas forcément regardé quel était le projet et quelle était sa beauté et tout. Ils ont été surtout très vexés qu'éventuellement on déboulonne du Canche puis on le mette à la casse. C'est surtout ça qui les a visiblement énormément vexés. Mais après, le don, il y a dû y avoir un petit peu d'arrangement, puisque c'est un legs, hein, donc on ne peut pas toucher, on ne peut pas faire grand-chose. On doit respecter vraiment l'esprit, là pour le coup, à la lettre, et là ça ne l'a pas été, puisque la famille voulait que ce soit place Goblet, enfin place Saint-Denis. Mais il y a dû y avoir un arrangement, puisque ça s'est quand même fait. Les deux monuments ont existé, et Ducange a survécu. Oui, d'ailleurs, pendant, par exemple, la Deuxième Guerre mondiale, que devient la statue, les Allemands n'ont pas voulu la fondre. Oui, c'est une question que je me posais aussi. Bonjour, j'ai deux questions. La première, c'est visiblement Ducange a vraiment influencé la science historique contemporaine, moderne en tout cas. Et donc, comme vous le disiez, il s'appuie sur le fait qu'il cite ses sources, qu'il cite énormément, qu'il va rechercher dans la langue ce qui font les choses. Lui-même, vous avez parlé de sa formation, etc. Première question, est-ce qu'il cite des intellectuels ou des professeurs qui l'ont influencé dans la création de sa méthode de travail? Et deuxième point, qui n'a rien à voir, mais c'est un homme aussi de son temps, et peut-être aussi sa postérité vient aussi peut-être du fait qu'il ne s'est pas politisé, qu'il a peut-être pas critiqué le pouvoir, ou qu'il ne s'est pas inscrit et qu'aujourd'hui, peut-être qu'au moment où on a mis en place sa statue, au moment où on l'a posée, il se retrouvait un petit peu au centre de cette querelle de pouvoir entre la monarchie et la future République. Alors, deux choses. Sur la méthode de travail, on n'a pas trouvé une trace et on ne nous a pas non plus cité de professeur qui aurait été un peu un mentor ou une école qui l'aurait particulièrement. Par contre, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'effectivement, il avait une méthode de travail qui certainement lui était propre parce qu'il travaillait avec des petits bouts de papier et des grands coffres. Et il mettait ces petits bouts de papier dans le coffre qui contenait tel ou tel sujet. Enfin, c'était une méthode de travail extrêmement empirique, mais extrêmement précise. Et surtout, ce que Ducange a apporté, et dont Girard, par exemple, qui est de notre époque, l'ancien directeur des archives de Haute-Marne, il a surtout toujours pris la précaution de noter où il trouvait telle ou telle information. Je pense que c'est beaucoup en cela que la recherche contemporaine continue à exploiter, parce qu'il y a ce que Ducange a trouvé, mais il y a aussi là où Ducange nous emmène pour aller creuser, chercher. Et ça, c'est vraiment quelque chose, alors je ne dirais pas d'unique, mais en tout cas, c'est très typique de la personnalité de chercheur de Ducange. C'est surtout très tôt. Oui, voilà. Parce qu'au XIXe siècle, les érudits, antiquaires et autres, donnent des informations, mais ils ne disent jamais où ils les ont trouvées. Et on se trouve maintenant avec des informations des fois importantes, mais on ne peut absolument pas les vérifier. Alors que lui dit toujours, ça, je l'ai trouvé à tel endroit, des sources qui parfois ont disparu maintenant, mais on sait d'où ça vient. Ça, c'est vraiment très tôt. Parce qu'il change d'autorité. C'est-à-dire que beaucoup d'historiens avant lui et encore après lui disent, voilà, il se passe telle et telle chose parce qu'un historien antérieur l'a raconté. Et donc le récit est fondé sur d'autres récits, sur d'autres interprétations. Alors que lui, il veut fonder son récit historique sur ce qu'il estimait du solide. C'est-à-dire que l'autorité, désormais, c'est pas un historien antérieur, mais l'autorité, c'est un document, et qui est un document administratif. Alors après,
on pourrait, critiquer sa méthode, c'est-à-dire qu'un document administratif, c'est aussi une construction historique. Mais il part un peu de l'idée que le document administratif, ça va être le socle de la connaissance scientifique. C'est pas un tel qui raconte que, c'est un document, entre guillemets, neutre. Alors, en réalité, aucun document n'est neutre, mais un document qui est neutre, qui devient le fondement de l'interprétation historique. Et c'est en cela que, alors il n'est pas en réalité tout seul à son époque, hein, on a aussi dans le Midi Péresque, etc., mais ça fait partie de ces pionniers de la critique historique qu'on retrouve aussi. Le plus connu maintenant, c'est Mabillon, parce que Mabillon a rédigé un traité diplomatique à l'époque de Louis XIV, qui est devenu la base de la diplomatique, c'est-à-dire la science de la critique des documents anciens, mais ça fait partie de ces pionniers en Europe, et son travail philologique aussi repose sur une tradition qui a désormais à son époque un siècle et demi, même 2 siècles, dont la première grande figure c'est un Italien, Lorenzo Valla, qui est un humaniste, qui en 1440 publie un traité contre la pseudo-donation de Constantin, dont il démontre la falsification justement sur des bases de philologie, en disant que le latin utilisé dans ce texte n'est pas un latin du IVe siècle. Et là, c'est un traité de 1440. Et même Lorenzo Valla n'est pas tout à fait, le précurseur, mais si vous voulez, à l'époque de Ducange, au XVIIe siècle, ça fait quand même déjà en Europe 2 bons siècles, voire 2 siècles et demi, que commence à se développer une critique historique sur des bases philologiques en faisant référence à des documents datés, historiques. Et d'ailleurs, il a passé une grande partie de sa vie en fait à se battre pour accéder aux sources d'origine, notamment les lettres. Et parce que souvent, les gens voulaient, enfin pas souvent, mais les gens voulaient faire payer l'accès à certains documents, ou même le prêt de documents. Et bon, lui, il ne rentrait pas trop dans ce système-là, il l'a fait quelques fois, mais bon, on a beaucoup de témoignages de sa main qui expliquent qu'effectivement il est en attente de tel document, que tel monsieur ne peut pas lui donner accès, que ceci, que cela, c'est vraiment... Et tant qu'il n'a pas accès à ce document dont il connaît l'existence, eh bien il n'écrit pas dessus. Donc c'est quand même une rigueur. Je pense qu'intellectuellement, voilà, oui. Je pense que c'était quand même quelqu'un d'un peu exceptionnel sur la puissance de son investissement, je dirais, dans son travail. Il n'y avait pas de... Et c'est vrai qu'il y a une époque où il n'y a pas de dépôt public. Les archives, même les archives royales, les bibliothèques royales ne sont pas ouvertes à tout le monde. Certaines il faut familles montrer pas de blanc. Certaines familles étaient très ouvertes, mais pas toutes. Lui, il veut accéder à des chartriers de familles seigneuriales, c'est-à-dire ce sont des archives privées. C'est un peu comme si vous, je vais vous voir et je veux regarder la correspondance entre vos parents et vos cousins, ou les factures, enfin les titres de propriété. Vous n'avez pas forcément envie qu'on regarde dans vos affaires, et vos affaires même relativement proches, parce que certes il travaille sur le Moyen-Âge, mais souvent quand il peut pour les familles, il essaye d'arriver jusqu'à son époque, jusqu'à l'époque contemporaine pour lui. Donc forcément, tout le monde n'avait pas envie qu'on aille farfouiller dans les affaires privées, les archives privées. Et quant à la question sur l'aspect politique, alors je ne sais pas si c'est par rapport à Ducange ou par rapport à la période d'érection de la statue de Ducange. La deuxième période, mais ceci dit, ce que vous disiez tout à l'heure, ce que monsieur commentait, c'était aussi qu'à travers cette critique historique, il y a aussi un rapport à la réalité, et un rapport aussi à des faits qui sont vérifiables et qui ne sont pas une reconstruction a posteriori. Donc là, effectivement, c'est éminemment politique aussi, dans le sens où on établit quand même des principes qui vont être servir dans les siècles qui vont suivre par rapport à ça, et qui vont être basés effectivement sur des sources qui sont fiables, etc. Et c'est politique en soi, déjà. Oui. C'est un des pères de ce qu'on appelle le courant positiviste en histoire, qui triomphe dans le monde des savants au XIXe siècle, mais dont on voit déjà les racines au XVIIe siècle. Je ne sais pas s'il y a d'autres apports ou interrogations. Je ne veux pas monopoliser la parole, mais en revanche, j'ai pas regardé le monument du Cange que l'on a dans la salle, enfin j'y ai regardé mais d'extérieur. Ce que je trouve quand même assez étonnant, c'est, je dirais, les efforts de la société
et je dirais une forme de luxe quand même de la société pour préserver ces archives pour l'érection du statut. Alors, je vais dire une chose horrible, mais bon, c'est très bien d'ériger le statut, mais enfin, c'est pas non plus une affaire si extraordinaire. Et on a quand même l'impression que la Société des antiquaires, qui n'a pas fait mettre son nom sur le socle, dans le square, en revanche, dans ces murs, conserve la mémoire de l'érection de ces statues. Enfin, les reliures sont d'un grand luxe. On a essayé de trouver, mais on n'a pas, malheureusement, c'est rare d'ailleurs, parce que cette qualité de reliure, en principe, est signée. Là, il n'y a absolument aucune possibilité d'identifier les reliures, qui sont vraiment complètement extraordinaires. Et le travail du relieur est extrêmement soigné, puisque on a même fait prendre en reliure japonaise toutes les affiches qui sont parues, ça a duré 3 ans, hein. Toute la moindre lettre, on a conservé, vous allez rigoler, mais les enveloppes, on est allé jusque-là, les enveloppes pour les courriers les plus importants, on les a conservées, les remarques au crayon, tout a été absolument... et cette reliure est vraiment d'une qualité exceptionnelle. Donc, moi, j'ai fini par émettre la possibilité que peut-être c'était un don qui aurait peut-être été fait par soit un membre des antiquaires, soit quelqu'un qui a voulu faire un don à la Société des antiquaires, parce que c'est un travail complètement hors de prix. Hein. Et on n'a pas trouvé non plus la date à laquelle ces reliures ont été faites. Alors, dès le départ, ils ont dû garder absolument tout. Il n'a pas dû s'écouler très longtemps, sinon il y a des papiers qui auraient disparu, mais on n'a pas retrouvé de facture, on n'a rien retrouvé qui explique... c'est extrêmement précieux, en même temps, ni le petit beaucoup meuble, s'abîment, ni le petit meuble non plus, bon, qui lui est d'une facture beaucoup plus banale, mais les reliures, c'est vraiment pas du banal. Ben voilà, c'est-à-dire qu'on a le monument dans le square, mais on a la monumentalisation des archives. D'où le terme chez nous, on parle du monument quand on est... on parle du monument en décrivant ces 4 volumes. Alors pour la petite histoire, les 4 volumes, sur les 2 plats, il y a le recto et le verso de certaines de ces fameuses médailles qui ont été... on voit la médaille. Qui ont été éditées. Alors là, des factures de médailles, heureusement qu'on ne doit pas faire la même chose, parce que sinon, je ne sais pas où on irait chercher les sous. Hein. Et est-ce qu'on connaît des travaux de ce type, de reliés, je dirais, pour des archives d'autres sociétés savantes, ou même archives nationales, je ne sais pas, où on aurait fait des recueils luxueux pour quelque chose de très précis? Ça doit exister peut-être, je ne peux pas dire que non, mais bon, on n'a pas... Quand on a travaillé sur Bouvier, moi je m'attendais à trouver autant d'archives sur Bouvier qu'on en avait trouvé sur Lucange. Eh bien non. Nous avons un volume, mais beaucoup moins riche. Il y a un volume, mais il y a plein de choses qui manquent. Ça n'a pas été conservé de la même façon. Donc bon, il s'est écoulé quelques années, c'était plus les mêmes membres. Là, on a même les procès vis-à-vis de Caudron, on a tout. Hein. Vraiment, Ducange, ça a été peut-être la première réalisation publique, à part les éditions, mais ça a été la première fois, et ces grandes fêtes et tout, la société vraiment s'imposait. Et je pense que c'est... Bon, puis peut-être que les temps politiques assez compliqués ont peut-être aussi expliqué un soin particulier à préserver une information pour le futur, je ne sais pas, peut-être que... Dans la partie des grands dépôts aux archives nationales, avec le musée de l'histoire de France du XIXe siècle, il y a une grande partie des collections qui sont reliées en fait. On relie pour préserver. On relie comme nous on mettrait en liasse et en boîte. En fait. Oui, non mais ça on relie même auparavant. Non mais c'est pas étonnant. Mais c'est une reliure quand même luxueuse avec la médaille incrustée, etc. Les archives de la société pour les premières années, on a également, pas des reliures aussi luxueuses que ça, mais c'est également relié. Hein. Avec le petit meuble qui est fait sur mesure. Je pense que peut-être qu'il y a eu un don, peut-être que quelqu'un a voulu, peut-être qu'un relieur, parce qu'on a beaucoup de factures de relieurs, donc j'avais cherché avec Claire pour retrouver... c'est toujours le même relieur, dans les 4 volumes, on le suit, c'est toujours le même. C'était quelqu'un d'Amiens qui travaillait sur Amiens, mais qui avait des factures qu'il envoyait un peu partout en Picardie, juste Beauvais. Peut-être que c'est un don, en fait, ça expliquerait peut-être la qualité exceptionnelle de ces reliures.
Mais on a vraiment cherché longtemps et on n'a strictement rien trouvé, ni dans les objets eux-mêmes, ni dans les comptes rendus de la société, parce que ça pourrait être monsieur machin a fait un don de reliure, on n'a strictement rien. Et c'est une des premières questions qui mais nous on n'a pas encore lu en large et en travers tous les comptes rendus de toutes les séances depuis l'aube de... Donc même sur les livres, les 4 tomes, on n'a pas... On les a... Oui, parce qu'on voit, il y a les livres, mais il y a aussi la truelle, il y a la le médaille petit meuble encadrée, le fait petit vraiment, meuble, voilà, c'est un meuble de vitrine. Il est fait sur mesure et il est fait pour ça. Pour ça, oui. Et donc au-dessus, c'est ce fameux don qui nous a été fait il y a peu, comme quoi ça continue. C'est une œuvre de longue haleine, c'est un peu sympathique de voir ce genre de situation perdurer. Est-ce que nous vous libérons? Je vous signale simplement la prochaine conférence qui aura lieu le 11 mai 2024 par Louis Tessédou et qui a pour titre « Voir la guerre, journal de guerre d'une Ursuline amiénoise, 1914-1918 », le lieu de Wailly. Donc ne venez pas ici, mais à l'espace de Wailly, le 11 mai, donc à 14h30. Merci.